J'ignorais que tu savais piloter un avion. Piloter, oui. Atterrir, non. Hé, vous! Venez ici. Je veux que vous éloigniez cette femme des fumées de kérosène. Je pourrais le faire moi-même, je suis médecin, mais là je peux Vous pas me atteindre demandez la de plaie. recoudre votre plaie? C'est comme les rideaux, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. J'avais une machine. Vous y arriverez, Vous n'avez pas l'air d'avoir peur. C'est quoi votre secret? Vous avez vu ça? Comment vous pouvez expliquer une chose pareille? Dans la vie, il y a des séries de merde, des séries cultes, et puis il y a entre les deux Lost. La série qui a traumatisé une génération de fans, frustré les amateurs de réponses claires et donné une aura mystique à une simple île. Aujourd'hui, on replonge dans le tout premier épisode de ce phénomène télé, entre naufragés clichés, mystères en pagaille et grosses commissions dans les toilettes de l'avion. Quand on parle des séries qui ont marqué les années 2000, impossible de passer à côté de Lost ou Lost les Disparus dans sa version française. Diffusée aux États-Unis de 2004 à 2010 sur la chaîne américaine ABC, elle débarque en France durant l'été 2005 sur TF1, prête à retourner nos cerveaux. Et je peux t'assurer que c'était bel et bien l'été. Il faisait chaud. Je m'en souviens très bien. La série était diffusée le samedi soir, et nous trépignions d'impatience chaque samedi de cet été-là pour découvrir le prochain épisode de cette série énigmatique et captivante. Mais j'aurai l'occasion de revenir sur ces deux adjectifs plus tard, car ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est pourquoi je me souviens parfaitement que nous étions en été. Eh bien, figure-toi que j'ai en mémoire un de ces samedis soirs où, avec ma copine de l'époque, qui est toujours celle de maintenant d'ailleurs, et si tu passes par là, je t'embrasse. Non, c'est une expression de grand-mère. Je te claque la bise, Mago. Ouais, j'en fais un peu trop là, non? Bref, ce fameux samedi soir, nous nous étions prévus une petite soirée en amoureux devant Lost. Et alors qu'il faisait une chaleur à crever en ce mois de juillet, nous avons regardé Lost non pas avec une bière fraîche ou un mojito à la main, mais en mangeant une merveilleuse et opulente raclette. Et si t'as une raclette, t'as le fromage. Et c'est qui paye du fromage? C'est la France. Et contre toute attente, ce souvenir de sueur, de fromage fondu et de crash d'avion reste l'un de mes souvenirs les plus marquants de série. Merci Lost pour cette première raclette estivale et ce grand moment de complicité conjugale. Bon, j'imagine que tout ça te fait une belle jambe et que t'aimerais que j'entre un peu plus rapidement dans le vif du sujet. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Ok, un peu de patience. Pour commencer, il faut d'abord quand même savoir de quoi parle la série. Voici son synopsis. Le vol 815 de la Oceanic Airlines s'écrase en plein milieu des îles du Pacifique. Les survivants du crash doivent à présent vivre ensemble et survivre sur cette île qui semble inhabitée, mais qui recèle de nombreux secrets. Alors pas révolutionnaire sur le papier, mais diablement efficace pour glisser du mystère, de l'aventure et cette dose subtile de what the fuck qui allait devenir la marque de fabrique de la série. Mais que puis-je te dire de plus sans pour autant dévoyer le reste de l'intrigue? Et c'est bien là qu'il serait dommage que je t'en dise trop, car l'intérêt de la série réside dans ses secrets, qu'elle va nous dévoiler tout au long de ces 6 saisons. En effet, chaque épisode balançait de nouveaux éléments inexpliqués. Une fumée noire, une trappe mystérieuse, un ours polaire en pleine jungle, etc., etc. Cette structure en mode « tiens, prends ça dans les dents et essaie de comprendre » deviendra une arme narrative qui fera mouche pendant plusieurs saisons, avant de se retourner légèrement contre elle-même
car les scénaristes nous ont peut-être un peu pris pour des cons. À mon avis, tu me prends pour un con. Quoi qu'il en soit, Lost a été un véritable phénomène de société à l'époque. Époque quasiment révolue où l'on suivait les séries épisode après épisode en attendant le suivant la semaine qui suit. C'était donc bien avant l'avènement du binge-watching, où tu peux enchaîner 8 saisons en 3 nuits en ruinant ta santé mentale et sociale. En ce temps, Lost imposait alors une attente quasi religieuse. En France, c'était 2 épisodes par semaine, et c'était le rendez-vous à ne pas manquer. Entre ces 2 épisodes, on se faisait des nœuds au cerveau, on spéculait sur ce qui allait bien pouvoir se passer. On se rendait parfois sur internet pour consulter des blogs, ou pourquoi pas ouvrir le nôtre pour les plus fervents d'entre nous. On inondait aussi les forums, on rédigeait des analyses de 25 pages sur la symbolique de tel ou tel micro-événement de la série. En d'autres termes, on faisait tout ça pour échanger avec d'autres fans et présenter nos propres interprétations. C'est ainsi qu'il y avait des communautés de fans. Il y avait vraiment de la vie autour d'une série pendant des mois à l'époque. Pas uniquement pendant 2 semaines après la sortie de l'intégralité de la saison, comme c'est le cas actuellement. T'es qu'un vieux con. Ouais, je fais mon vieux con, et alors ? Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'était mieux avant. Mais... Oh, et puis si, je le dis, c'était mieux avant. Traite-moi de boomer, j'aime ça. Insulte-moi en allemand, vas-y. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que Lost a, à sa façon, dynamité la relation entre téléspectateurs et fiction, incitant chacun à devenir acteur de la série. Elle a prouvé qu'on pouvait fédérer des communautés entières autour d'une série en semant juste assez d'intérêt pour exciter tout le monde. Le tout sans jamais tout expliquer. Ah oui, parce que si tu veux des explications sur tous les phénomènes étranges qui parsèment la série, tu peux toujours courir. Tu auras des pistes, quelques clés, et puis tu n'auras parfois rien. Soit les scénaristes ont oublié de résoudre une énigme, soit ils n'en avaient rien à foutre, soit eux-mêmes ne savaient pas trop où ils allaient. Et pour ma part, je pense que c'est la dernière option. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas empêché la série de faire parler d'elle, bien au contraire. Bon, et à toi, le fan de série, que puis-je te raconter de plus que tu ne connaisses pas déjà ? J'en sais rien, mais c'est une bonne question. La série a suscité tellement d'engouement et d'analyse qu'elle est connue de toute une génération. Alors, est-ce que pour autant tout a été dit sur Lost ? Oui. Est-ce que tout ce qui a été dit était pertinent ? Absolument pas. Entre les analyses pseudo-philosophiques, les tests de sociologie sur les interactions des survivants sur l'île et les querelles de forums dignes d'un débat présidentiel, Lost est devenue plus qu'une série. Elle est un véritable sujet d'étude, un générateur de polémiques, bref, tout ce que le meilleur et le pire peuvent provoquer chez l'homme. Allez, trêve de blabla sur Lost car on n'est pas là pour refaire le match. Non, aujourd'hui, je te propose de faire mieux. Revivre ensemble le tout premier épisode de la série. Voir si 20 ans après, il tient encore debout, s'il envoie toujours autant du rêve, ou s'il sent plutôt le morbier grillé dans le caclon de la raclette. Ça sent le fromage dans cette église. Prêt et prête à embarquer ? C'est parti. Encore elle? L'épisode débute par le générique de la série, aussi culte que dégueulasse. Ah, c'est vraiment dégueulasse. On ne va pas se mentir, Lost est certes une série aux multiples qualités, mais s'il y a bien un domaine où elle n'a clairement pas tenté de décrocher un Emmy, c'est bien pour son générique. Non, parce que franchement, soyons honnêtes, c'est moche. Il se résume à un fond noir, une typo blanche, une espèce de glissade 3D façon Windows 95 et une musique. Enfin, c'est vite dit, on ne peut pas vraiment parler de composition musicale à ce niveau-là. Et pourtant, ça marche. Parce que malgré sa laideur criante, ce générique arrive à créer une ambiance. C'est à la fois minimaliste, dérangeant et presque malaisant. On sent qu'il se trame quelque chose. Peut-être un peu à l'image du générique de la 4e dimension, avec son fond noir et ses éléments comme la porte qui vacille et ce titre blanc qui fonce sur l'écran. Alors Lost n'a pas la même qualité, mais dans un sens on s'en rapproche. Avec ce générique, on sait pertinemment qu'on est très loin de l'univers de... je sais pas, Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Mais c'est de la merde. Alors oui, on pourrait dire que J.J. Abrams ne s'est clairement pas foulé. Le mec a dû pondre ça entre 2 cafés et une partie de Qui est-ce. D'ailleurs,
ne s'est-il pas inspiré des personnages clichés de ce jeu culte pour ses personnages et donc son casting? Je pose ça sur la table. Mais malgré tout, il a réussi à créer une ambiance. C'est moche, on est tous d'accord là-dessus, mais ça te met tout de suite dans un état d'esprit. Ici, tu vas être paumé et pas qu'un peu. Il te balance direct dans le bain sans chichi. Tu mets les pieds dans une série où rien ne sera confortable, même pas l'intro. Donc Gigi, je n'irai pas jusqu'à dire GG, ton générique n'est certes pas esthétique, mais il est redoutablement efficace. Franchement, c'est déjà pas mal pour quelques lettres blanches qui flottent dans le vide. Oui. Oui. Oh. Oh. Oui, 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 et oui. Attaquons l'épisode. Il commence sur un œil. Cet œil, c'est celui de Jack, notre héros. Parce qu'en matière de prénom de héros américain, soyons honnêtes, c'est soit Jack, soit John. Le mec aurait pu s'appeler Kevin ou Dylan, mais non, ça sonne pas. Jack, ça claque, c'est direct, c'est viril, enfin, aux States sûrement. Et pour ça, je te renvoie à un article que j'avais écrit il y a quelques années sur ce fameux prénom Jack au sein des séries. Tu le trouveras sur le site de la Crypto-série et je te mets le lien dans la partie description également. Donc, notre Jack se réveille couché dans la jungle, dans un costume froissé qui sent le voyage en classe affaires. Il se lève et trouve dans sa poche une mini bouteille d'alcool. Apparemment, il aime la tequila, le bougre. Et tout d'un coup, il part en courant. Il est là, il court partout. Heureux. Normal. Pas de vertige, pas plus de panique que ça, pas de réflexion genre « Tiens, où suis-je ? Suis-je en vie ? Qui suis-je » Non, le mec, il part faire un petit trail improvisé dans la jungle tropicale, comme si c'était un dimanche matin. Et là, toi, tu te dis « Mais pourquoi il court, ce con ?» Mais pourquoi ? Bah, aucune idée. Mais ça marche pourtant. Enfin, ça court. C'est rigolo. Eh bien oui, parce qu'à ce moment-là, la série joue sur l'urgence de la situation. On n'a pas le temps d'être logique, en fait. On est dans le chaos. Et Jack, lui, il veut vivre et découvrir où il est, ce qu'il s'est passé et d'où proviennent ces bruits étranges qu'il entend. Force est de constater qu'on est dans le même état que lui, un peu hébété et avide de connaître la suite. Je veux savoir. Du calme, chaque chose en son temps. Pour l'instant, on mange. Voilà comment Jack entre dans la série. Ce héros magnifique, à la fois courageux et légèrement inconscient, face au danger. Mais on lui pardonne, parce qu'il a de beaux yeux, le Jack, et une détermination de winner. Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Après son petit jogging de décrassage post-traumatique, notre cher Jack... C'est dur à dire ça. Notre cher Jack, c'est mieux. Donc il déboule enfin sur ce qui, dans un autre contexte, aurait pu être une destination de rêve vendue par le Club Med. Plage de sable fin, cocotiers, océan bleu turquoise, tout y est. Mais ici, c'est plutôt bienvenue à Koh-Lanta, l'apocalypse. Quelle violence, mon fils. Les cris retentissent, le chaos est total, un réacteur d'avion tourne encore à plein régime. Et au beau milieu de ce désastre, tel un chevalier des temps modernes, Jack est là. Le patron, c'est moi. Notre héros prend quelques secondes pour contempler la scène. Il erre parmi les décombres. On sent bien qu'il cherche à digérer ce qu'il voit. Et là, instinctivement, il enclenche le mode softer. Il n'est plus lui-même. Il est devenu l'homme qui sait, l'homme qui agit, l'homme qui a déjà un stéthoscope dans les poches, un BTS en maintenance aéronautique et une formation de pompier volontaire en option. Il court, il hurle des ordres, il recolle des jambes, il masse des cœurs, il accouche presque une femme. Bref, il est partout. T'es un vrai champion. C'est incroyable, quelle classe, c'est le meilleur, ouais. Et pendant que Jack fait son one-man show médical, la série en profite pour nous balancer les autres personnages à la chaîne. Nous avons Hurley, le nounours au grand cœur qui semble déjà regretter d'être monté dans cet avion, Claire, la future maman, Charlie, l'ancien rocker au regard flippé, Jean, aussi froid et rigide qu'une porte de prison, ou encore John, assis comme Bouddha en pleine apocalypse, déjà en train de se la jouer mystique. Mais le clou de cette scène, c'est évidemment ce moment grandiose où Hurley demande à Jack comment il s'appelle. Hé ! Comment vous vous appelez ? Et là, la musique s'arrête, le temps se suspend, les mouettes se taisent, les vagues retiennent leur souffle. Jack se retourne, lentement, le regard intense. Il marque une pause et lance, en criant comme si son prénom pouvait avoir une quelconque incidence sur leur devenir. Jack ! La série ici, elle vient de te dire, tu vois ce mec-là ? C'est lui le patron, c'est lui qui va tout gérer.
C'est lui qui va se prendre tous les dilemmes moraux, toutes les crises existentielles, toutes les décisions impossibles. C'est lui le big boss de la série. Tu comprends ? Eh oui, c'est moi le patron. Et c'est bien vrai, le mec ne déçoit pas. Il faut dire que le temps de cette séquence, Jack a sauvé plus de vies que les pompiers durant les fêtes de Bayonne. Allez! Oh mais ta gueule, toi, ta gueule! Ta gueule! Il a tout fait. Extirper un mec d'une tôle d'avion, aider une femme enceinte, organiser un plan d'évacuation, calmer tout le monde, etc., etc. Il manque juste qu'il sorte une guitare pour chanter du Christophe Maé autour d'un feu, pour emballer toutes les nénettes, et je te jure, il deviendra l'homme à abattre pour tous les mecs en manque de charisme sur la plage. Mais heureusement, il n'a pas de guitare sur lui, parce que, on va bien se le dire, un seul Christophe Maé, ça suffit. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Alors notre Jack redevient silencieux. Il marche à nouveau, seul, parmi les décombres. On comprend alors que la série n'est pas là pour rigoler. Dans la scène suivante, après avoir joué les héros, Jack, toujours lui, s'isole pour soigner une belle entaille, car lui aussi est blessé. Et le pauvre Choupinou, personne ne s'en soucie. Jusqu'à ce que Kate entre en scène, telle une apparition divine. Elle est là. La jeune fille de ses rêves vient de faire son apparition. Et là, sans détour ni préliminaire, il lui demande de le recoudre. C'est un peu violent comme premier date, tu ne trouves pas, mon cher Jack ? Je ne sais pas, propose-lui un dîner aux chandelles, une soirée au ciné, un bowling, mais pas d'emblée de te recoudre une plaie désinfectée à l'agnole. C'est un peu bizarre votre copain. Mais surprise, Kate accepte. Elle hésite à peine, même si elle n'a visiblement jamais recousu autre chose qu'un bouton de chemise. On sent déjà la tension sexuelle entre eux, et la série ne perd pas une seconde pour poser les bases de leur duo. Pendant ce temps, on fait la rencontre du bad boy officiel de la série. Le sexe symbole, le mâle alpha, celui qui a fait frissonner toutes les ménagères en mal de passion et de cambouis, le bien nommé Sawyer. Comme il est beau, regarde. Ah, c'est sûr que comparé à lui, le Jean Bernard avec ses lunettes à double foyer, son abonnement au Figaro Magazine, son salaire d'expert comptable et ses horaires de fou, mais ce n'est pas exactement le mec qui fait rêver. Marie-Josiane, elle veut un peu de fougue, mon cher JB. Elle veut que tu la fasses vibrer, que quand tu rentres à la maison, tu claques la porte, tu jettes ta sacoche, tu déchires ta chemise, tu renverses le gratin dauphinois et tu l'attrapes sauvagement sur la table de la cuisine. Alors c'est ainsi que vous imaginez une relation amoureuse avec de la violence et de la luxure ? Vous êtes un pervers et une honte pour l'image du couple. Je prie pour votre compagne. Mais il a raison, il faut que Jean-Bert il la secoue sa bonne femme. Une bonne levrette et tu lui en mets plein le... Stop ! On stoppe tout là. On s'arrête ici sur les détails. Si maintenant Jean-Clément commence à argumenter pendant que l'autre bigote monte en pression, on n'est pas sorti du bois. Enfin de la jungle ici. Vous vous calmez tous les deux, je reprends les commandes et on poursuit ce pilote de Lost tranquillement. Doucement, calme-toi. Donc, ce nouveau héros en mode rebelle s'appelle Sawyer. On ne le voit pas longtemps pour l'instant, mais débarquer de la sorte sans rien dire en mode « je suis beau, je suis sale, je suis potentiellement dangereux », c'est amplement suffisant pour capter l'attention de ces dames. Grâce à lui, on bascule sur l'ambiance sur la plage. Le soleil se couche, la tension aussi, et chacun commence à se poser sur le sable. Les premières interactions entre les personnages importants émergent. C'est l'occasion rêvée pour la série de nous sortir ces archétypes, ces héros prêts à cocher toutes les cases des grandes séries dramatiques, et donc de confirmer ce qu'on a déjà identifié au début de l'épisode. Il y a donc Jack, le mec parfait, le bon samaritain, qui transpire la droiture et le leadership. Il y a Sawyer, on vient de le voir, le bad boy charismatique, Kate, la belle brune mystérieuse, Charlie, le musicien en dépression permanente sponsorisé par My Chemical Romance, Claire, la future maman paumée, John, le philosophe mystérieux, et Hurley, la caution cool, rigolote et sympa. C'est drôle parce qu'on se connaît pratiquement pas et puis j'ai l'impression... Vous m'êtes très sympathique, je vous le dis tout franchement. La liste va encore s'allonger au fil des épisodes, et nous aurons l'occasion de découvrir plus intimement tout ce beau monde tout au long de la série. On retrouve donc à présent notre Jack préféré en pleine discussion avec Kate. Et là, révélation, Jack est médecin. Bon, entre nous, c'est plutôt une bonne chose, car il aurait été happiness manager, coach en développement personnel ou social media manager, je pense qu'ils auraient tous fini par bouffer du sable ou des bulles aux morts.
En gros, ça se serait terminé en une orgie de chiasse sur la plage. Ah, t'es dégueulasse. Oui, effectivement, ce n'est pas propre, mais heureusement, notre bon docteur est là pour éviter le carnage intestinal, ce qui est un bel atout dans leur situation. En plus, monsieur a des connaissances en aviation. Le gars coche décidément toutes les cases du mec bien dans une situation post-apocalyptique. Et il a bien décidé d'en mettre plein les mirettes à la jolie Kate, qui semble fascinée par le savoir du beau Jack. Ou alors, peut-être qu'elle se dit « Dis donc, il se la pète vraiment beaucoup celui-là. Mais que bon, quitte à être coincé sur une île déserte, autant passer du temps avec le type qui pourra me sauver plutôt qu'avec les autres pouilleux. » Et entre nous, je pense qu'elle a bien raison. Cet instant de partage entre nos deux tourtereaux prend fin lorsqu'un bruit étrange surgit de la jungle. Un son venu d'ailleurs, comme si nous étions plongés dans l'univers de Jurassic Park. Les survivants se regroupent tous sur la plage, le regard vissé vers les arbres qui tremblent, une fumée qui s'élève et écran noir. Quel suspense. Nouvelle scène, premier flashback d'une longue série qui parsèmera le show. Et si tu veux mon avis, et puis si tu le veux pas, tu vas quand même le prendre parce que t'es là maintenant, donc ce flashback, à mon avis, il sert pas à grand chose. En fait, on se retrouve avant le crash, donc dans l'avion, avec Jack en mode gentil voisin idéal. Il a de l'empathie à revendre, le regard doux, la voix rassurante, bref, le prince charmant du vol océanique 815. Mais attention, tout n'est pas rose chez notre bon docteur. Le gars cache un petit penchant pour la gnôle, on l'a déjà vu. Bon, je te rassure, on n'est pas encore sur une descente de pastis en slip kangourou devant le foot. Radio bière foot. La radio de la bière et du foot. Mais ça picole tranquille sur son siège. Et franchement, c'était bien la peine de donner des leçons à Bailey et de le traiter de bois sans soif. Enfin, Jack, tu ne vaux pas mieux que lui. Oui, je sais, ce n'est pas la bonne série, mais ça me permet de placer une référence à la série La Vie à 5 et avec elle de citer Jennifer Love Hewitt. Et rien que pour ça, ce flashback mérite d'exister. Voilà. Merci Lost. Merci mon bon seigneur, merci, tu es trop bon. Revenons à notre histoire de flashback. Soyons honnêtes, ce retour en arrière ne nous apprend pas grand-chose, à part que les passagers ont vaguement échangé 2 mots dans l'avion. Ah bon ? Oh tiens, bizarre, ils ont parlé alors qu'ils étaient enfermés pendant 12 heures dans un espace confiné à 10 000 mètres d'altitude ? Incroyable ! Bref, un flashback pour pas grand-chose, mais on garde la satisfaction d'avoir placé Jennifer Love Hewitt ici même. Petit coquin. Oui, que veux-tu, j'aime les belles femmes. Bon. Retour sur la plage. Kate est déterminée. Elle veut accompagner Jack dans sa mission d'exploration à la recherche de cette fumée mystérieuse. Mais avant de partir, petite séance shopping à la recherche de la paire de chaussures idéale pour crapahuter dans la montagne. Ah la voilà sa priorité. Ah ces bonnes femmes alors. Moi je vous trouve sexiste, misogyne et dinosaure. Ok, c'était pas très fin. D'autant plus que la scène est en fait assez tragique. Kate enlève les chaussures d'un cadavre. Tiens, ça me donne une idée. Et si on remplaçait les mannequins dans les vitrines par des macabées, histoire que ça pousse les gens à moins consommer et que ça fasse un peu réfléchir, peut-être avant d'acheter, tu vois, ce 47e jean slim à 19,99€ qui est cousu par un enfant à moitié myope à l'autre bout de la planète. Ah non alors, mais pas du tout. Trop nulle votre idée. Et puis c'est dégoûtant. Moi, je mettrai jamais des habits portés par quelqu'un d'autre. Déjà vivant, c'est non. Alors mort, oulala, je n'ose même pas y penser. Je ne valide pas du tout ce projet. Alors là, non, 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 non. Bon, Marie-Emma, dis-moi franchement, t'es née comme ça ou tu t'es entraînée pour devenir complètement conne ? Mais quelle icône celle-là ! Figure-toi qu'il ne s'agit pas d'un vrai projet, mais d'une interpellation ironique pour faire réfléchir les gens sur la surconsommation. Tu sais ce qui est vraiment flippant en fait ? C'est qu'en 2025, des putains d'influenceuses de merde, désolé pour la vulgarité, reçoivent des produits de beauté dans des blocs de glace. Oui, tu as bien entendu, des colis figés dans de la glace. Là voilà la véritable connerie. Et ce n'est pas une blague. Tu trouveras le lien vers un article sur le site vert.eco et je te mets le lien également dans la description, mais c'est à se demander parfois où va le monde. C'est pas vrai, je rêve, on se demande où va le monde. Revenons à Lost. Dans la scène suivante, c'est parti pour la grande expédition pour Kate, Jack et Charlie, le relou qui s'est joint à eux. La balade en amoureux, c'est fini malheureusement aux grandes dames de Jack. Ce dernier tire un peu la tronche parce que le moment à 2 avec sa belle brune s'est transformé en rando à 3. Et ça casse un peu l'ambiance. Casse-toi, tu fais chier. Et en plus, voilà que Charlie commence à se la raconter. Monsieur est musicien, s'il vous plaît. Il est bassiste dans un groupe de rock soi-disant mondialement connu.
les drive shafts. Il te balance ça, l'air de rien, comme si c'était tout à fait normal de glisser une promo en pleine survie. Vous connaissez Drive Shaft? Le groupe de rock? Oui, le groupe de rock. Bon, calme-toi Charlie, t'es pas dans les Foo Fighters non plus, hein. Et en plus, t'es bassiste. Pas de panique, Jacounet, t'as encore toutes tes chances. Parce que soyons honnêtes, dans un groupe, le bassiste, c'est comme le poivron dans une raclette. C'est là, mais tout le monde s'en fout. Mais qui ça peut bien nous foutre? Bon, petit message à mes amis bassistes qui pourraient passer par ici. Je vous aime, hein, je suis des vôtres, section rythmique en force. Je vous aime, mon maréchal! Je vous aime, mon maréchal! Pendant ce temps, sur la plage, la pluie tropicale s'abat sans sommation. Tout le monde cavale se mettre à l'abri, excepté ce brave John Locke qui reste là, stoïque, bien planté dans ce rôle énigmatique. Il est si mystérieux. Oui. Du côté des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, après un bon moment de crapahutage à travers racines, boue et arbres imposants, nos randonneurs de l'extrême tombent enfin sur la carlingue avant de l'avion. Et là, ambiance de la mort, des cadavres, des sièges éventrés, de la ferraille et certainement cette douce odeur de kérosène et de rêves brisés. Arrivés enfin au cockpit, Jack et Kate sont à la recherche du transmetteur. Et là, une surprise les attend. Le pilote est encore en vie. Coucou. Oui, un survivant. Il parle, il respire, il est là. Sauf qu'il n'est pas porteur de bonnes nouvelles. Il balance à Jack que l'avion a dû faire demi-tour, qu'ils ont perdu le signal et que s'il y a des secours, ils cherchent forcément au mauvais endroit. La très mauvaise nouvelle en plus étant que le transmetteur ne fonctionne pas. Quand le destin décide de te chier dessus, il ne fait pas les choses à moitié. Ça c'est le destin. Le destin on peut rien contre. Pendant que Jack et Kate jouent aux experts dans le cockpit, le petit coquin de Charlie s'est discrètement éclipsé. Mais où est-il passé ce garnement? Dans les toilettes? Sur la merde, non? Ouais, possible. Vous avez fait caca? Vous avez fait caca? Étrange, non? Alors, plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Il avait une envie très pressante, ce qu'on peut tout à fait comprendre vu le niveau de stress. Une coulante post-traumatique, c'est tout à fait humain, mais dans une carcasse d'avion, il y a peut-être plus sympa. Deuxième option, il voulait se refaire une beauté pour dragouiller la belle Kate. Et enfin, il cache quelque chose. Un truc louche, un secret, une addiction, une double vie. Ou alors sa collection de pins. A-t-il celui de Thierry Roland? Qui c'est ce gars-là? Bon, mon instinct penche pour l'option gros caca, parce qu'à sa place, j'aurais fait pareil. Un lieu fermé, un peu d'intimité, du PQ à portée de main, le luxe en pleine apocalypse. Sérieusement? Non mais t'es complètement à côté de la plaque, mon gars. Charlie est un personnage mystérieux, torturé, complexe. Depuis le début, il est louche, le type. Il est peut-être toxicomane, il planque de la drogue, ou alors... On s'en fout de ton avis. Et puis t'as déjà tenté de te torcher le cul avec une feuille de palmier trempée, toi? Non, ben alors tu la fermes. Oh ta gueule. Alors que nos valeureux explorateurs commencent à s'habituer au confort spartiate de la carlingue, les bruits suspects de la jungle font leur grand retour. Quelque chose semble rôder autour de l'avion. Tout le monde est sur le qui-vive. Et là, paf, c'est le pilote qui se fait choper comme une merde. Un bon vieux jumpscare assez prévisible où un truc invisible l'attrape et le traîne hors de l'habitacle pour l'achever en coulisses. On ne voit rien, mais on entend bien. Et surtout, on voit gicler du sang sur les vitres. Y a plein de sang sur sa moustache? Jack, Kate et Charlie, eux, détalent comme des petits lapins affolés. Sauf qu'ils ne savent pas trop où ils vont. Alors ça tourne un peu en rond. Finalement, ils se retrouvent au pied d'un arbre, au sommet duquel le cadavre du pilote a été déposé façon déco de Noël macabre. Joyeux Noël, mon petit biquet. Et là, c'est le festival des questions. Comment ce corps a-t-il fini perché à 10 mètres de hauteur? Qui ou quoi l'a démembré comme une dinde un soir de réveillon de Noël? C'est quoi ce bruit étrange façon Jurassic Park dans la jungle? Pourquoi l'avion s'est-il craché? Que foutait Charlie dans les chiottes? Boone est-il vraiment aussi débile? Claire va-t-elle accoucher façon alien sur la plage? Locke a-t-il toujours été mystérieux? Jack et Kate vont-ils copuler dans une grotte humide? Autant de questions, autant de mystères, autant d'intrigues que la série va soulever, nourrir et puis enterrer pour une partie pendant 6 saisons. Elle te fera croire que tout est profond et philosophique, alors qu'en fait, c'est juste pour t'empêcher de zapper. Mais pour l'instant, c'est ici que s'achève notre premier épisode. Certes,
C'est la première partie d'un double épisode, mais tu vois bien où ça va te mener. Dans une spirale infernale de suspense, de flashback, de révélations inutiles ou pas, et de cheveux sales. À toi de voir si tu as envie de poursuivre l'aventure avec nos amis échoués. Alors, est-ce que ça valait le coup de revoir Lost ? La grande différence avec Le Rebelle, Manimal, Sous le Soleil, Tonnerre Mécanique ou encore Le Miel et les Abeilles, série que j'avais abordée dernièrement, c'est qu'avec Lost, on joue dans une autre cour. Celle où les scénaristes ont plus d'un neurone, où les actrices et les acteurs savent aligner 2 phrases sans montrer une quelconque défaillance cérébrale, et où la réalisation n'a pas été confiée à un stagiaire. Bref, Lost, c'est de la série télé qualitative et ça change tout. Ah bah dis donc, ça change tout, t'as raison. L'écriture y est plus fine, les personnages mieux creusés, même si parfois bien clichés. La mise en scène efficace, et surtout, ça intrigue. On n'est pas juste face à une série débile. Il est donc moins aisé de la descendre en flèche comparativement aux autres suscités. Et tu sais quoi ? Revoir ce premier épisode ne m'a pas coûté. J'ai même été un peu content de retrouver certaines gueules. Donc en résumé, les aspects positifs de ce premier épisode. C'est intriguant, on a envie de voir la suite. Il y a un paquet de personnages, on sait qu'il y aura matière à se mettre sous la dent. C'est bien foutu, objectivement, c'est vraiment maîtrisé. Et puis, faut pas oublier que Lost, c'est un totem dans l'histoire des séries télé. Elle a redéfini les codes, inspiré des tas d'autres séries, souvent ratées, on ne va pas se mentir, je pense à The Event, Manifest, Flash Forward. Et Lost a prouvé qu'une série pouvait être à la fois populaire, feuilletonnante et ambitieuse. Quant aux aspects négatifs de ce premier épisode, il y en a. Alors les personnages, je l'ai déjà dit, ils sont quand même un peu clichés. Mais on va tout de même s'attacher à eux. Et puis il y a ce générique, ou plutôt cette absence de générique, on va dire. Pour conclure, oui, ce premier épisode intrigue et donne envie de voir la suite de la série. Si tu n'as jamais vu Lost, fonce. Mais doucement. Genre 1 ou 2 épisodes par semaine maximum. Le binge-watching, c'est pour moi la mort des mystères. Et Lost, c'est littéralement une série qui vit de ça. Laisse vivre en toi ces questions que va te poser la série. Est-ce que pour ma part, je vais continuer celle-ci après le pilote ? Non, je connais déjà la suite. Non pas que la série ne vaille pas le coup, comme je l'ai déjà dit, bien au contraire. Mais une fois que le voile s'est levé sur tous les mystères qui entouraient l'intrigue, il n'y a vraiment plus le même enjeu pour le téléspectateur. L'effet de surprise est mort, enterré, et probablement dévoré par un... Je ne spoilerai pas. Donc revoir Lost, c'est un peu comme revoir le 6e sens si tu veux. Tu peux revoir cette dernière une fois pour le style si tu veux, mais ça ne dure qu'1h40. Pas comme Lost avec ses 121 épisodes. Ainsi, je ne me vois pas jouer à l'ermite pendant des semaines alors que je connais déjà tous les secrets de la série. Perso, je préfère 1000 fois me refaire un Six Feet Under, un Deadwood ou Les Sopranos. Pas le même genre, mais des séries tellement cultes et savoureuses qui me donnent tellement de frissons et d'amour. Cet épisode entièrement dédié au pilote de Lost s'achève ici. Maintenant, à ton tour de venir me faire part de ton amour ou de ta haine pour cette série. On peut se retrouver dans la partie commentaires sur le site de la Crypto-Série ou sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook ou encore Thread. Tu peux également retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-Série. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie, mange de la raclette, même en été, et bisous.